Correction du devoir surveillé numéro 4, une correction qui ne prend pas en compte les questions de cours, purement de cours, car vous êtes censé connaître votre cours déjà et que vous avez les réponses ailleurs. Donc on va se concentrer sur les questions un peu plus compliquées, ou qui demandent l'utilisation de ces connaissances de cours. Alors, cette molécule possède un carbone asymétrique, ce carbone-ci, car c'est le seul qui fait 4 liaisons avec 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Quelle propriété possède la molécule? C'est une molécule chirale, c'est-à-dire dont l'image dans un miroir n'est pas superposable à la molécule elle-même. Ensuite, on passe à la solution d'acide lactique de concentration molaire petit c, et on vous demande, en donnant la concentration molaire en soluté ajoutée et le pH de la solution à l'équilibre, si l'acide lactique est fort ou faible. Pour vous, le raisonnement doit être le suivant. Dans la question précédente, on vous demande les formules à utiliser pour calculer le pH d'une solution d'acide fort, pH égale log de C, où C est la concentration molaire en soluté apportée. Il suffit d'appliquer cette formule ici, pH égale log de C à la concentration molaire en soluté apportée, donc en acide lactique. Si le pH obtenu est égal à 3,4 pH mesuré de la solution, l'acide est fort. Si ce n'est pas le cas, l'acide est faible. Donc on fait moins log de 1,5 fois 10 puissance moins 3. La propriété du logarithme décimal, qui est la même que celle du logarithme népérien, fait que moins log d'1,5 fois 10 puissance moins 3, c'est moins log d'1,5, moins log de 10 puissance moins 3. Moins log de 0,5, ça fait moins 0,176. Moins log de 10 puissance moins 3 fait plus 3. Car log de 10 puissance moins 3 donne moins 3. Moins 3 plus 3. Et donc on a un pH d'environ 2,8 qui est inférieur à 3,4. L'acide lactique est donc un acide faible. Ensuite on a le pH d'un lait frais. L'espèce prédominante du couple acide lactique ion lactate à déterminer. Quand on vous parle de prédominance, il faut écrire un diagramme de prédominance. Le pK du couple acide lactique ion lactate est de 3,9. Le pH de la solution étudiée est de 6,5. Si on se trouve à droite du pK, donc du côté des bases, c'est la base qui prédomine. À gauche, ça aurait été l'acide. D'ailleurs, en TS4, je vous ai donné un lait pas frais du tout, qui avait un pH inférieur à 3,9. Donc c'est l'acide pour vous qui prédominait. Partie suivante. Alors toutes les réponses étaient dans les documents. Il suffisait simplement de bien justifier vos réponses, de bien expliquer ce que vous aviez à dire. La polymérisation naturelle est-elle lente ou rapide? Cette polymérisation à laquelle nous avons accès dans le document 1 est une polymérisation que nous avons accélérée avec divers paramètres, on va le voir par la suite. Elle dure 30 minutes, donc on peut supposer que la polymérisation naturelle est une polymérisation lente. Un paramètre qui influence l'évolution temporelle de la réaction chimique, l'ajout d'un catalyseur, l'acide sulfurique, l'augmentation de la température, alors pas de la chaleur, hein, ça ne fait rien dire, l'augmentation de la température donc est un paramètre, et l'agitation. Un protocole qui permettrait de vérifier que l'acide sulfurique est un catalyseur, bon, on prend le même protocole que précédemment, que l'on réalise sans acide sulfurique, et on compare la durée nécessaire à cette synthèse sans acide sulfurique à celle avec l'acide sulfurique. Si cette durée est réellement différente, significativement différente, on aura prouvé que l'acide sulfurique est un catalyseur. La précaution à prendre concernant la verrie, beaucoup ont répondu de manière très générale en disant qu'il fallait que la verrie soit propre, il fallait qu'elle ne soit pas ébréchée, etc. Bon, c'est pas faux, mais ici il est précisé que c'est pour éviter de détruire l'acide polylactique. Et oui, quand on lit l'énoncé jusqu'au bout, on a davantage de chances de trouver la bonne réponse. Donc on va regarder un peu ce qu'on nous raconte sur l'acide polylactique, dont on nous dit, c'est par là, pardon, que l'action de l'eau, ici, peut le détruire en régénérant l'acide lactique. Donc il faut éviter que la verrie soit humide, qu'elle porte des gouttes d'eau, donc qu'elle soit sèche, pour ne pas détruire l'acide polylactique. Urée-uréase, on vous demande la réaction chimique entre l'urée et l'eau. L'urée réagit avec l'eau, donc on vous donne les deux réactifs et on vous donne les deux produits, un H3 à l'ammoniac et le dioxyde de carbone. Il faut équilibrer ensuite chacun des éléments. Il y a un carbone à gauche, un carbone à droite, donc on est bon. Deux oxygènes à gauche, ici et ici.
2 oxygènes à droite, qui sont en CO2, donc ça aussi on est bon. Ensuite les azotes, 1, 2 ici, par contre un seul du côté des produits, donc il faut 2 NH3. Et enfin les hydrogènes, 2 x 3, 6 hydrogènes. 2 hydrogènes là, ça fait plus 2 ici, ça fait 4, et plus 2 ici, ça fait 6, donc on a bien équilibré l'équation de notre réaction. En quoi les résultats des expériences permettent-ils de considérer l'uréase comme un catalyseur? Là, il ne suffisait pas de répondre que dans le cas de l'utilisation de l'uréase, la réaction était plus rapide. Ouais, c'est d'accord, c'est la définition d'un catalyseur. Il fallait montrer que vous avez bien lu le document et compris les informations qui s'y trouvaient. Pour ce faire, il suffisait de dire que sans catalyseur, sans uréase, la durée, le temps de demi-réaction était de 60 ans, et que le temps de demi-réaction, lui, était de 2 x 10 puissance moins 5 secondes avec uréase, et que donc cela démontrait bien que l'uréase était un catalyseur de cette réaction. En général, l'influence de la température sur la cinétique d'une réaction, c'est que la température accélère la réaction. Pourquoi? La température traduit l'agitation moléculaire. Si la température augmente, les molécules, les entités présentes sont davantage agitées, un mouvement microscopique plus important, et donc les chocs efficaces, le nombre de chocs efficaces est plus important, ce qui fait que la réaction se fait plus rapidement. L'influence de la température sur la cinétique de la réaction catalysée. Il faut s'intéresser au document 2. Donc on va voir le document 2. On voit que l'activité relative de l'uréase augmente jusqu'à 60 degrés et qu'elle diminue après de 60 à 80 degrés. Ce qui veut dire qu'entre 30 et 60 degrés Celsius, l'activité augmente, donc l'uréase est plus active, donc le catalyseur est plus actif, donc la cinétique augmente. Par contre, si on continue à augmenter la température, l'activité de l'uréase diminue, et donc la vitesse de la réaction diminue également. Ce qui nous amène à la dernière question, où on a justement, à l'aide de tout ce qu'on vient de dire, expliqué la différence entre le cas général et celui qu'on vient de décrire à l'instant. On va regarder un peu comment fonctionne l'uréase. Donc, on vous dit qu'une enzyme est une macromolécule, les différentes parties de cette molécule, donc de l'uréase, sont liées entre elles notamment par des liaisons hydrogènes qui se forment plus ou moins facilement suivant la température. Ça, c'est vraiment la partie importante. Elles se forment plus ou moins facilement suivant la température. Donc, comment on peut expliquer ce qui s'est passé? C'est que simplement qu'avant, entre 30 et 60 degrés, l'augmentation de température permet une augmentation de la création des liaisons hydrogènes, et que si la température continue à augmenter, après 60 degrés Celsius, on brise des liaisons hydrogènes, on rompt des liaisons hydrogènes, et en rompant ces liaisons hydrogènes, on perd la structure tridimensionnelle de l'uréase qui permet à l'enzyme de jouer son rôle de catalyseur. Voilà. La dernière partie est une partie que nous avons déjà traitée en classe, en exercice et en TP, vous avez la correction complète. Et comme il est indiqué, c'est surtout votre capacité à raisonner qui m'intéressait dans cette dernière partie et non pas la réponse elle-même. Voilà, j'espère que ce corrigé aura été suffisant.